tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Microsoft Build, une version travail à distance qui a été faite dans le bureau, dans les maisons des executives de Microsoft. On va aussi vous parler de la fin du podcast. Ça y est, c'est terminé, le podcast qui existe depuis 15 ans arrive à sa fin. Ou peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent dans cet univers. On va aussi parler de questions un petit peu légales avec le RGPD, la Adopi qui a été jugée par les... Qu'est-ce qui a jugé? J'ai oublié, c'est le Conseil constitutionnel. Oui, c'est le Conseil constitutionnel. Ouais. C'est ça, oui. Voilà, le Conseil constitutionnel, enfin, il y a plein d'autres choses dont on va parler. Netflix, il vous désabonne de votre abonnement automatiquement. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir, on va dire bonjour à Guillaume dans un instant, mais avant, honneur à Gaël. Gaël qui nous rejoint comme tous les mois. Comment ça va, Gaël ? Jean-Patrick, écoute, très très bien. Merci de m'accueillir encore. On discutait avant de lancer l'émission et tu nous disais que ton fils est de retour à l'école. Et donc moi, je comprends forcément que oui, ça va très bien, beaucoup mieux qu'avant. Je l'avoue, je voulais pas le dire publiquement, mais voilà, maintenant c'est fait. Ah pardon, je t'ai outé. Non, t'inquiète. J'assume, mon fils est à l'école et il est heureux. C'est surtout ça en fait. C'est pour ça que je suis heureuse, sûr. Parce qu'il est heureux. Écoute, moi, le fait que mon fils soit retourné à la crèche, ça m'a rendu très heureux. Pas pour moi, mais parce que lui, il était un petit peu... il voulait revoir ses amis, tu vois. Il voulait socialiser un petit peu. Et c'est ça. C'est pour ça, uniquement, le fait qu'il... Moi, je préférerais bien sûr l'avoir 24 heures sur 24 à la maison, tout le temps. Oula, parlons pas de malheur. Attendez, il faut que je jette du sel par derrière mon épaule. Menteur. Mais ceci dit, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez qu'il a fait des choses extraordinaires ce week-end. D'abord, il nous a aidé à poncer la rampe d'entrée à la maison. Il a pris la petite truc avec le papier de verre, il a poncé un petit peu. Après, il a fait un truc de fou. Il a pris une grande branche qui était plus grande que lui, et puis il l'a posée par terre, et il a genre sauté par-dessus plusieurs fois. Des trucs, mais c'est un génie. Un génie, un athlète, mais incroyable. Donc voilà pour la petite partie enfant. Guillaume, dont les 2 enfants sont à la maison, va très bien également. Comment ça va, Guillaume ? Ça va très bien. Merci Patrick, effectivement, pour l'invitation. Ouais, alors moi j'ai encore mes enfants, donc je peux pas encore me réjouir. Je veux bien embaucher le tien, par contre, parce que j'ai de l'enduit à poncer, donc si jamais il a un peu de temps devant lui, ça m'aiderait énormément. Et puis je suis très content parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, Patrick, dans le cadre du Rendez-vous Tech, j'animais maladroitement, enfin en tout cas le mieux possible, le Rendez-vous Tech, alors que tu te retrouvais à être contraint à rester chez toi alors que tu avais prévu un voyage au Japon. Bon, c'est loin tout ça, mais un petit moment d'émotion quand même. Ah écoute, les rôles sont renversés, mais on va cet été peut-être qu'il y aura à nouveau un renversement des rôles. On en reparlera un moment, mais c'est vrai que je vais prendre pour le coup des vacances comme l'année dernière, quelques semaines de vacances cet été, et peut-être que je ferai appel à toi. J'espère que je ne serai pas forcé de revenir dans l'émission ce coup-ci. Mais bon, c'est des vacances, des staycations, donc il y a peu de chances que ça soit annulé. Écoutez, avant de se lancer dans Microsoft Build, la conférence de développeurs, et dans tous les autres sujets qu'on a, je voudrais quand même remercier d'autant plus chaleureusement les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Spécifiquement, je voudrais dire merci à Alexandre Nouvelle. Attendez, j'ajuste le micro. Hop, comme ça, c'est mieux. Alexandre Nouvelle, Nessou96, Le Coin, Anne Cauchy, Bringer Arnaud ou Arnaud Bringer, Marc Bender ou Bandé, Gaston Bengola Monzon, j'essaye de faire un tout petit peu l'accent espagnol sur le dernier nom, Daddy Gan, Benoît Labarthe et David Blanchard. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est vrai que depuis quelques mois, les choses sont compliquées et différentes et il y a plein de gens qui continuent à soutenir l'émission, donc je vous suis hyper reconnaissant. Et d'ailleurs, si vous appréciez les podcasts et que vous parlez anglais et que vous travaillez de chez vous, vous aimerez peut-être un nouveau podcast que je viens de lancer en anglais avec mon ami Tom Merritt qui s'appelle Work in Sanity.
Quand tu le dis vite, ça fait Work Insanity, c'est très très drôle. Mais on vient de le lancer et on parle, c'est très rapide, c'est 10-15 minutes, on parle d'astuces qu'on a développées, nous, pendant nos 10 années et 15 années de travail à la maison. Et on travaille tous les deux depuis très longtemps. À la maison, chacun chez nous, et donc on parle de ce qui est important, etc., des petites astuces. Bref, ça s'appelle Work Insanity. Si vous appréciez, si vous travaillez de chez vous, peut-être que vous apprécierez. C'est un podcast hebdo assez court. Et donc, un grand merci à tous ceux qui me permettent de faire tout ce travail, parce que vous soutenez l'émission. Je vous aime d'amour. Alors parlons un petit peu de Microsoft Build. C'est la première de ces grandes conférences de développeurs qui ont été évidemment chamboulées par la pandémie. L'autre grosse conférence, qui est celle de Google, a été annulée. Celle d'Apple aura lieu dans 2 petites semaines, et elle aura lieu en ligne et gratuite pour tout le monde, ce qui est différent de la version physique quand elle est en place, quand elle se passe comme d'habitude. Mais cette conférence a été mise en place donc avec les moyens du bord qui sont quand même considérables pour Microsoft. Et mon impression là-dessus, c'est que de plus en plus, Microsoft réalise le rêve ou la prophétie de Satya Nadella, qui est arrivé à ses commandes il y a quelques années de ça, et est en train de devenir vraiment l'infrastructure professionnelle des gens qui travaillent avec Internet, c'est-à-dire des gens qui travaillent tout court, parce que travailler sans Internet aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Et ils sont partout, tant et si bien que, d'une part, ils font plein de trucs super compliqués que je ne comprends moins, et vraiment, enfin, des trucs d'infrastructure qui rendent les professionnels hyper heureux et les professionnels de l'informatique hyper heureux et qui rendent des services énormes, mais qui sont beaucoup moins, évidemment, consommateurs. Et ils sont vraiment dans tous les domaines. On est dans une configuration qui est tellement différente de celle qu'on avait à l'époque de Bill Gates ou même à l'époque de Steve Ballmer il y a quelques années de ça, où on était concentré sur Windows et concentré sur Office dans un deuxième temps. Là, on est beaucoup plus large que ça. Et donc ils ont des serveurs, des outils pour toutes sortes de domaines différents, d'industries différentes, de la santé à l'industrie, la grosse industrie, etc., etc. Et ils ont également un autre grand changement, on va dire, deux sortes d'annonces, consolidation de choses qu'on savait déjà que j'ai retenues. C'est d'une part les propos de Brad Smith qui a dit qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire à propos de l'open source, ce qui est en soi pas très étonnant quand on connaît le succès et l'efficacité de l'open source, mais pour ceux qui ont connu Microsoft dans les années 90 et début 2000, qui était un ennemi farouche de l'open source, c'est un moment vraiment notable, le fait de le dire de cette manière, même si ça fait des années qu'ils contribuent énormément. Ils sont, je crois, l'un des plus gros contributeurs aujourd'hui à Linux. Ils ont énormément de respect pour l'open source. Il y a même un noyau Linux qui est intégré à Windows maintenant. Donc, c'est un retournement complet qui est comment dire, symbolique de cette nouvelle direction qu'a imputé Satya Nadella à la société. L'autre chose qui est intéressante, c'est le projet Réunion, qui est en fait, là encore, une formalisation d'une chose qu'il faisait depuis un moment par différents biais, qui est les tentatives de réduire la fragmentation entre Win32, les programmes Win32 et les programmes universels Windows App, qui... je crois, ne parlera pas forcément aux gens qui écoutent l'émission pour avoir les nouvelles pour les derniers iPhones, mais ce qu'on va en tirer comme conclusion, c'est que ça consolide la place de Microsoft dans tous les domaines qu'ils attaquent, y compris le domaine des systèmes d'exploitation, puisqu'il facilite les choses pour les développeurs, il continue à améliorer Windows, mais Windows n'est qu'un des maillons de leur grande chaîne de production, de productivité pour tout ce qui est Internet, quoi. Guillaume, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué là-dedans, dans cette conférence, les annonces qu'on a vues ?
Ouais, j'imagine qu'on va dérouler les petits points que tu as listés dans le conducteur et puis les différents points marquants. Alors peut-être pas tous, pas forcément. Non, pas forcément. S'il y en a que tu as noté, okay. Moi je les ai mis là par référence et ceux qui ont accès, les patriotes qui ont accès aux notes de l'émission pourront aller les regarder. Mais s'il y en a qui t'ont marqué, vas-y, mentionne-les maintenant. Alors, tu parlais de l'open source. Déjà, c'est peut-être le truc qu'on peut relever, qui est un peu en fil rouge, parce que tu parles effectivement de leur contribution dans le temps. C'est le cas maintenant aussi avec le projet Chromium, puisque maintenant Edge, leur navigateur, est basé sur le même moteur que Chrome. Donc, ils contribuent aussi là-dessus. Ils contribuent sur tous les plans. Et c'est un choix ça donne l'impression que c'est un choix de raison à la base de se tourner vers l'open source, que les évidences montrent qu'il faut se tourner vers ce type de développement et cette approche. Mais c'est aussi un choix de cœur parce qu'ils le mettent un petit peu à toutes les sauces. Et au final, moi, quand alors, je n'ai pas suivi évidemment toutes les conférences, j'ai vu la vidéo de Satya Nadella et puis j'ai vu les extraits en vidéo qui ont pu circuler. C'est difficile de tout suivre. C'est 48 heures de contenu qu'il faudrait suivre de manière très très proche, ce que j'ai pas fait. Mais on se rend compte effectivement qu'ils sont présents sur tous ces points et à chaque fois qu'on voit leur approche sur les différentes innovations, on peut pas s'empêcher de dire ah ouais pas mal ou d'approuver, tu vois, de dire c'est intéressant. Il n'y a pas de chose qui est fondamentalement révolutionnaire et qui fait un effet waouh, mais c'est une série d'approbations qui montrent que Microsoft est dans une bonne lancée. Et finalement, j'arrive même à me dire, moi qui suis un peu critique sur Microsoft, j'ai connu Windows 95, 98, XP, donc j'ai encore été teinté par cette expérience-là. Et maintenant, on ne peut plus rien leur reprocher, quoi. J'ai l'impression que leurs propositions au global font tellement consensus et sont tellement ponctuées de bon sens que ça ne donne pas vraiment envie de les critiquer. Un point peut-être parmi... Juste sur ce point, je peux entendre déjà d'ici certains auditeurs qui empoignent leur clavier, et notamment Mika, j'en suis sûr, il se reconnaîtra, pour aller dans les commentaires, t'expliquer spécifiquement tout ce qu'on peut encore reprocher à Microsoft. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a clairement un changement d'orientation dramatique du Microsoft d'avant. Vas-y, continue. Disons que les haters d'Apple qui défendaient corps et âme ces environnements-là, maintenant ont, je trouve, beaucoup d'arguments et les systèmes sont très matures maintenant. Donc, du coup, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas forcément des innovations qui nous ouvrent la bouche et nous laissent la langue pendue en se disant « Waouh, c'est vraiment une révolution ». Il y a un point quand même, moi, que j'ai trouvé super intéressant, c'est leur approche sur le framework Fluid qu'ils avaient déjà un petit peu teasé. Peut-être qu'on peut le décrire en quelques secondes. Alors, l'approche, c'est de ne plus passer, en gros, je schématise énormément, mais par Word pour faire des documents texte, par Excel pour faire des tableurs, par PowerPoint pour faire des présentations, mais d'avoir des blocs de contenu, qui soient des graphiques, des tableaux, des textes, qui soient d'une part interactifs, c'est-à-dire qu'on peut les partager, là on pourrait les partager tous les trois, et puis chacun rajouter des éléments dans une liste collaborative ou changer les données du tableau, et à tous les endroits où ils seraient implantés. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver dans Teams, donc l'espace de conversation, dans la suite Office, mais pourquoi pas dans des mails. Et je trouve que c'est vraiment peut-être le plus gros changement de paradigme pour l'informatique personnelle, qui est qu'on n'est plus l'objectif n'est plus de lancer un logiciel pour aller ouvrir un document pour le modifier et ensuite de le partager, mais il est de créer de manière collaborative des blocs de contenu et de retrouver ces blocs un peu partout. Je trouve que c'est vraiment le truc qui, moi, m'enthousiasme le plus. Après, évidemment, ça pose des questions quant à la confidentialité, parce qu'on va peut-être être amené à créer plein de contenus qu'on va partager abusivement en ligne, sans se rendre compte des dangers. Mais moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et en plus, la cerise sur le gâteau, la chose sur laquelle je suis hyper sensible, c'est la partie graphique, la partie interface graphique, qui m'a l'air... presque, ça donne l'impression qu'ils ont un temps d'avance sur le graphisme. C'est vrai que c'est une manière de réimaginer en fait ce qu'est un document, parce que les documents, ils ont été conçus, conceptualisés il y a maintenant 40 ans avec Park Research Center, le Xerox Park, et ils n'ont pas changé depuis. Et là, même s'il y a eu beaucoup de tentatives et beaucoup d'essais, et là, effectivement, c'est une manière de moderniser vraiment l'idée même qu'on se fait d'un document, en n'ayant plus des petits fichiers qui sont sur les disques durs, mais vraiment des blocs
qu'on va pouvoir moduler, déplacer, partager, assembler, etc. C'est une approche intéressante, à voir comment ça se développera à l'avenir. Et je suis content que tu en parles parce que c'est l'un des sujets qui m'avait marqué aussi. Une Et de approche en manière, plus. Vas-y Gaël, excuse-moi. non, je voulais juste dire de manière générale, effectivement, je pense que leur approche a complètement changé, pas en ayant maintenant aujourd'hui une volonté d'être sur plein de petites fonctionnalités, et ils développent plein de petites choses pour en fait réfléchir solution et réfléchir solution pour l'utilisateur final versus leur approche qui avant était très produit, comme tu le disais Patrick, avant c'était le produit, je pense à Office et point barre. Maintenant c'est je pense aux fonctionnalités, je pense aux solutions pour mon utilisateur et je produis je développe des fonctionnalités pour ça. Ouais, c'est très Pour bien compléter formalisé. Le produit produit versus solution, en fait. Aujourd'hui, ils pensent solution et C'est l'ancienne nouveau chez eux. manière de penser. Ouais, l'ancienne manière de penser, c'était complètement produit, ouais. Guillaume, Et vas-y. évidemment, pour enfoncer le clou à une dernière seconde, juste pour dire évidemment que ce projet, il sera open source, et donc là aussi, que cette approche produit que vous décrivez, qui n'est plus, mais plus solution, elle va être collaborative et les développeurs vont pouvoir s'en emparer et proposer des choses par-dessus. Ça va être cool à voir, je pense. Pour vous donner un petit peu une idée de tous les domaines qu'ils explorent chez Microsoft, on a parmi les annonces qui ont été faites ou les descriptions qui ont été faites pendant Build, un super ordinateur à 285 000 processeurs, le projet Bonsai qui est une plateforme de contrôle de systèmes industriels autonomes, le Cloud for Healthcare qui est une suite de santé, d'outils de santé connectés et pour les praticiens de santé. Il y a LIS qui est une sorte de Airtable, pour ceux qui connaissent cet outil, c'est un truc de productivité. Il y a Azure AI qui est couplé au capteur de Sony, au capteur aux appareils photo en fait. Il y a Azure Synapse Link qui est un outil pour les transactions analytiques hybrides. C'est des trucs complètement éparpillés et qui s'intéressent, comme tu le disais très bien Gaël, aux problèmes pour trouver des solutions partout là où ils peuvent avoir une expertise ou développer une expertise. Donc vraiment, on n'est plus dans le domaine du Microsoft de papy. Et quand je dis papy, je pense à moi. Donc voilà pour Build. Parlons un petit peu maintenant de ce qui se passe dans le monde des podcasts avec cette annonce qui a fait qui a un petit peu fait un coup de tonnerre dans le petit monde des podcasts. Et généralement, j'aime pas trop parler de la soupe interne des podcasteurs, mais là, ça concerne vraiment les auditeurs aussi, potentiellement dans l'avenir. C'est l'annonce de Spotify qu'ils ont obtenu l'exclusivité pour la diffusion du podcast de... Guillaume, si tu peux te muter quand tu parles pas, j'ai l'impression qu'on entend. Ouais. Donc, ils ont obtenu l'exclusivité de diffusion du podcast de Joe Rogan, qui est sans doute un deal qui va coûter à Spotify plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de millions de dollars. Donc, ils ont l'exclusivité pour plusieurs années, on ne sait pas combien de temps exactement, sur les 11 ans de diffusion de ce podcast à partir du 1er septembre. Et donc, le podcast n'existera plus nulle part ailleurs. Alors, si vous connaissez pas le podcast de Joe Rogan, je vais pas m'étendre trop longtemps sur le personnage, qui est un petit peu particulier, mais en gros, c'est c'est un gars qui est commentateur d'arts martiaux, qui est ancien champion d'arts martiaux lui-même, qui invite des gens qui sont souvent des compétiteurs d'arts martiaux, souvent des comiques. Il est également comique, lui, vous avez peut-être vu son comédie special sur Netflix, et des personnalités, des penseurs, ce qu'il appelle des penseurs. Alors, penseurs, faut prendre le terme avec des pincettes. C'est un petit peu limite conspirationniste parfois, c'est un petit peu doigt d'honneur parfois, c'est un petit peu vulgaire parfois, mais c'est un petit peu vrai aussi. Genre, c'est comme ça que les vrais gens pensent, et il est très populaire avec les vrais gens, et il est
comment dire, à la limite de... parfois, il invite des gens peu respectables de l'extrême droite américaine. Parfois, il invite des invités des académiciens. Enfin, des académiciens, je veux dire, du monde académique, des chercheurs. Il a très célèbrement invité Elon Musk et plein de gens très célèbres. Et c'est le podcast, sans doute l'un des podcasts les plus suivis aux États-Unis. Il a 190 millions de downloads par mois, selon ses propres sources. 190 millions de downloads par mois, donc évidemment c'est un énorme morceau. Et il ne sera disponible que sur Spotify à partir de septembre. À noter qu'il avait refusé d'aller sur Spotify jusqu'à maintenant, et donc c'est aussi un moyen pour Spotify d'avoir l'émission, ce qui consolide leur attractivité, en tout cas pour les auditeurs américains. À côté de ça, on a aussi Audible et Amazon qui sont en discussion pour avoir des podcasts potentiellement exclusifs. Amazon Music qui intégrerait les podcasts bientôt. Audible qui pourrait avoir des podcasts exclusifs peut-être en vente individuelle, donc qui seraient plus des sortes d'émissions individuelles à acheter. Audible, c'est les audiobooks, pour ceux qui ne savent pas. Apple est en train de discuter pour avoir des podcasts originaux et potentiellement exclusifs également, potentiellement liés à leurs émissions. Donc peut-être des compagnons à des émissions qui sont diffusées sur Apple TV. Donc tout ça, ça fait beaucoup de mouvements dans le monde des podcasts parce que les grands de ce monde sont en train de s'intéresser très sérieusement aux podcasts et essayent, comme dans toutes les industries où le contenu est roi, essayent de s'accaparer des droits exclusifs pour que ces émissions ne soient disponibles que sur leur plateforme. Et ça pourrait dessiner potentiellement une certaine forme, un certain paysage du podcast à l'avenir, si la chose se généralise, et il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne se généraliserait pas. Du coup, je vais donner à Gaël la parole d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît possible, que ça se généralise? Est-ce que c'est quelque chose qui serait positif ou négatif? Comment tu analyses ces grands mouvements dans le monde du podcast? Ah non, ça me paraît tout à fait, ça me paraît tout à fait logique et je trouve même, j'étais assez surprise jusqu'à présent de voir que ça bougeait pas tant que ça et t'as l'impression que d'un seul coup ça boom, tu sais pas trop pourquoi, qu'il y a ces mouvements d'un seul coup assez massifs. Je vais Mais te non, dire pourquoi, c'est que Spotify fait des acquisitions et des mouvements très clairs pour étendre l'attractivité de son offre, parce que sur la musique, ils font pas énormément d'argent et ils sont à la merci des majors de la musique. Et donc, ils essayent d'aller ailleurs, et l'endroit le plus logique, c'est les podcasts. Et c'est pour ça, c'est eux qui oui, ceux qui impulsent le mouvement pour les autres, effectivement. Mais même les audiobooks sont en croissance aussi. Donc, je pense que de toute façon, l'audio est devenu quelque chose de croissant. Les gens sont de plus en plus à écouter des podcasts et des audiobooks. Donc, ça me paraît pas, ça me surprend pas. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non, moi je trouve que dès qu'il y a de la production de contenu, tant qu'à faire, c'est formidable. Après, tout le monde du coup peut devenir podcasteur chez soi à la maison. Ça risque aussi encore d'avoir les effets de contenu en revanche de moins grande qualité. Et voilà, ça risque d'être le problème et d'avoir toutes ces problématiques qu'on peut retrouver de manière générale sur Internet avec des communautés de haters, de choses un peu moins sympathiques. Ça, c'est un peu ma frayeur, mais bon, c'est toujours pareil, c'est toujours partout et ça va être. On va avoir un pic là-dessus et puis ça va être modéré et puis voilà. C'est vrai que même si c'était tout à fait possible de faire des podcasts avant, maintenant c'est de plus en plus possible, notamment grâce à des mouvements comme ceux de Spotify et d'autres. Il y a plein d'outils qui facilitent les choses. Disons que pour ce qui est de la qualité des émissions, je crois qu'elle a toujours été un peu aléatoire. Il y a des gens qui font des choses très sérieusement et il y a des gens qui font des choses juste pour se marrer. C'est un petit peu esprit YouTube. Et comme tu le dis, moi je trouve que c'est plutôt bien. Mais
Mais oui, Guillaume, toi, tu es podcasteur depuis un bon moment. Tu vois ça d'un bon œil ou d'un mauvais œil, ces grands mouvements? Je suis podcasteur depuis un bon moment parce que Patrick, je dois le confesser, hein, tu m'as vachement donné envie depuis Azeroth.fr et je suis pas le seul, donc je le dis en toute quiétude. Ces mouvements, on les a déjà vus en France avec Spotify. Est-ce que vous avez écouté, Gaël, Patrick, Entre, le podcast de Louis Média? Si ça vous dit rien, en quelques secondes, hein, c'est un témoignage d'une jeune fille qui arrive à l'adolescence et surtout qui arrive au collège et qui, pendant une saison d'épisodes de podcast, témoigne de son arrivée au collège et de ce que ça change pour elle. Alors, je vous invite vraiment à l'écouter parce que, alors c'est pas du tout tech, hein, mais c'est assez captivant et si vous avez des enfants assez grands, je pense que ça vous apportera une bonne part d'émotion. Ça s'écoute assez facilement, c'est des épisodes assez courts. Et la saison 2 est paru il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en exclusivité sur Spotify. Et ça a créé aussi un petit remous auprès des auditeurs, auprès des personnes qui aiment ce type de contenu. Et d'aucuns disent, c'est plus du podcast. À partir du moment où on n'a plus accès à ce contenu partout, ce n'est plus par définition du podcast. Moi, j'aime pas trop rentrer dans ces considérations, dans ces critiques-là. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est le contenu en tant que tel, c'est de savoir ce qu'il apporte. On est habitué aujourd'hui avec les plateformes vidéo comme Netflix, maintenant évidemment aussi avec Disney+, d'avoir des contenus par fournisseur de contenu auxquels on s'abonne. Donc, je trouve que c'est une certaine continuité. Est-ce qu'on doit encore appeler ça du podcast ou pas? Au fond, je ne sais pas si la question est très, très, très intéressante. Tant qu'on permettra aux gens de continuer à en créer facilement, ce sera aussi très important. Et tu le disais, il y a des solutions que propose Spotify aussi pour créer son podcast qui sont incroyables. L'application Encore, aujourd'hui, permet de créer un podcast avec une application mobile très, très facilement et qui n'a rien à rougir d'un point de vue format à ce qu'on pourrait faire avec des moyens de production plus importants. Donc je trouve que le mouvement vers la créativité du podcast, il est génial. Et la vraie question, Patrick, c'est est-ce que demain, si Apple ou Spotify veut racheter le rendez-vous tech pour le mettre en exclusivité, est-ce que tu feras le move? C'est ça la vraie question. Excellente question. Écoute, j'aimerais pouvoir te dire que bien sûr que non. La réalité, c'est que c'est bien sûr que non, mais parce qu'il n'y aura pas assez de zéros. Tout le monde a son chiffre, tu vois. D'une part, moi, je suis bien trop petit pour qu'Apple et Amazon viennent me voir, mais s'ils viennent me voir et qu'ils m'offrent 100 €, évidemment que non. S'ils m'offrent 10 millions, je pense que, évidemment que oui, tu vois, tout le monde a son chiffre. Mais le rendez-vous tech, pour une société comme Amazon ou Apple, ne vaut pas 10 millions, donc je crois qu'il y a peu de risques, tu vois. C'est une question qui n'a pas qui est purement théorique, purement théorique. On en reparlera dans quelques années quand ils viendront. Ouais, peut-être. Oui, j'y crois pas trop, mais surtout, moi, je suis très content comme je suis ici. Et la question de est-ce que c'est encore des podcasts, elle préoccupe un petit peu les puristes et les anciens comme moi. J'aurais tendance à dire que est-ce qu'on définit le podcast comme simplement une émission audio qui est sur Internet, et à ce moment, tout ce qui est en audio sur Internet, c'est un peu du podcast? Est-ce qu'on le définit comme un moyen de diffusion libre, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer une application qui va récupérer le flux RSS et donc peut écouter cette émission? Et à ce moment, effectivement, je crois que le podcast de Joe Rogan ne sera plus un podcast quand il sera exclusif à Spotify. Bon, dans la pratique, ça occupe les professionnels de la profession et ça ne préoccupe qu'eux, je pense. C'est pas une question qui est inintéressante, mais qui ne préoccupe que nous, je crois. Ceci dit, moi, je pense qu'il va y avoir à terme, effectivement, un écosystème un petit peu double qui va se développer, c'est-à-dire les podcasts, on va dire, libres, d'une part, qui respecteront cette tradition du podcast d'être disponible dans n'importe quelle app de podcast, et puis les contenus exclusifs qui seront exclusifs à telle ou telle plateforme et qui ne seront pas disponibles ailleurs. Moi, je crois que ces contenus exclusifs seront ceux de grosses personnalités, soit de l'entertainment en général, soit du podcast, et que ça ne concernera pas les podcasts de taille plus moyenne, comme les miens ou d'autres comparables, et que nous, pour survivre, on a besoin d'être présents
partout, parce que personne va nous payer pour de l'exclusivité, tout simplement. Donc je crois qu'il y a les deux qui vont se développer. L'un ne va pas bouffer l'autre, en fait. L'un ne va pas faire disparaître l'autre. Ça, j'y crois très, très peu. Et les racines du podcast sont très, très fortes, très, très ancrées. Et la liberté de la chose fait énormément partie de son attrait aussi. Et contrairement à enfin, ça fonctionne pas de la même manière que la vidéo. Je l'ai toujours dit, il y aura pas une seule plateforme pour les podcasts. On n'aura pas le YouTube du podcast. Peut-être que Spotify sera l'un des plus gros acteurs, c'est très possible, mais je pense qu'il sera toujours possible d'avoir une application qui va avoir toutes les émissions libres, entre guillemets. Il y en aura peut-être un petit peu moins si Spotify prend de la place, mais il y aura toujours des gens pour réclamer ce type de contenu. Donc, bon, à voir. Mais c'est sûr que ça annonce une sorte pas de révolution, mais de changement encore, et le podcast en a connu beaucoup, mais de changement dans l'industrie du podcast qui fait encore une nouvelle mue, on va dire. Si ça marque autant, peut-être aussi pour conclure le sujet, et pas y passer 3 heures, mais pour conclure ce sujet, je pense qu'il y a l'aspect montant qui marque les gens, et il y a aussi les consommateurs aguerris de podcasts qui aiment ce rapport à l'intime. Dans le rendez-vous tech, quand on a une introduction où tu nous témoignes les avancées de ton fils, il y a un rapport à l'intime qu'une bonne partie des gens qui écoutent un podcast apprécient particulièrement. Je pense qu'il y a aussi cette crainte, en voyant ces mouvements de rachat, de perdre cette authenticité avec certains podcasts. C'est peut-être aussi ça qui fait réagir les gens, peut-être. C'est possible, oui. C'est sûr qu'avec la professionnalisation, c'est un truc qui peut faire peur. Des podcasts très produits, qui existent déjà. Hein. D'ailleurs, tu parlais de Louis Média. Il y en a d'autres. Il y a Binge, il y a Nouvelles Écoutes. Enfin, il y en a plein. En France, il y a d'ailleurs beaucoup de concurrence, mais qui produisent des choses de manière un petit peu plus professionnelle. C'est des journalistes assez sérieux qui font ce genre de production. Et pourtant, les podcasts comme le mien existent toujours. Il y en a plein de podcasts, on va dire, indépendants, artisans, c'est comme ça que je les définis. Et je crois qu'ils ne vont pas disparaître parce que au contraire, peut-être que plus de gens se mettront à écouter des podcasts mieux produits et vont aller essayer de trouver des podcasts qui correspondent à leurs envies plus amateurs, plus artisans comme le mien. Mais je crois qu'ils vont pas disparaître parce que les gens qui ont fait du podcast jusqu'à maintenant, c'est des gens qui sont amoureux du podcast. Tu vois, il y a Jack Canty qui disait il y a quelque temps, c'est le patron de Patreon, il disait on fait ce qu'on fait non pas parce qu'il faut, mais parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas s'en empêcher. Et moi, vraiment, ça m'a beaucoup parlé. C'est un truc que je ne peux pas m'empêcher de faire, le podcast. Donc, je ne m'arrêterai pas. Ça sera... Je pense que je le fais de cette manière parce que je l'aime. J'aime le faire de cette manière. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus reconnaissant envers les gens qui soutiennent l'émission, parce que c'est grâce à eux que je peux le faire de cette manière. C'est grâce à eux que je peux continuer à faire comme ça et que j'ai pas eu besoin, je sais pas moi, d'aller commencer à produire des émissions un peu plus formatées, un petit peu plus aseptisées pour d'autres boîtes, comme le font certains. Et c'est quelque chose d'important pour moi. Donc... Et ça le démocratise aussi, parce que je pense que ça permet à des gens qui connaissent pas forcément le podcast, qui ne connaissaient pas jusqu'à présent, de découvrir aussi ce monde-là, et effectivement de pousser à la création certaines personnes qui seraient pas forcément allées. Et on voit de plus en plus de jeunes, comme tu le disais aussi Guillaume, voilà, la jeune collégienne qui crée son podcast, ça crée aussi des possibilités et des vocations peut-être même pour des nouveaux. Donc c'est pas mal aussi. Et les deux offres effectivement existeront toujours. Il y aura toujours le rendez-vous tech et il y en aura d'autres. Eh bien, écoutez, on va donc faire une petite pause pour continuer à parler de podcast. D'une part, je voudrais vous répéter que Work Insanity est un podcast qui peut peut-être vous intéresser si vous travaillez de la maison et que vous parlez anglais. Un nouveau podcast que je viens de lancer avec mon ami Tom Merritt. Donc, Work Insanity, des conseils pour bien travailler en 15 minutes, pour bien travailler de la maison en 15 minutes chaque semaine, tous les lundis. Donc, à écouter.
Et bien sûr, encore plus important que ça, le soutien sur Patreon. Le soutien sur Patreon, c'est ce qui permet effectivement à ce podcast d'exister. Et j'en suis vraiment encore plus conscient. J'en suis toujours très conscient, hein, parce que si j'avais pas votre soutien, bah, je pourrais tout simplement pas manger, pas élever mon fils, pas avoir un toit sur ma tête. C'est vraiment grâce à vous, c'est vous qui me permettez de vivre de ce travail, de cette passion. Mais j'en suis encore plus conscient et reconnaissant avec la pandémie d'une part et ces grands mouvements du podcast, parce que moi, ça fait 15 ans que je fais du podcast, j'en ai vu passer des grands mouvements, et je peux vous dire avec énormément de confiance que, à moins que vous savez, Apple vienne me voir et me dise « Monsieur Béja, 150 millions de brousouf pour avoir votre exclusivité », bon, on en rediscuterait à ce moment, mais à moins que ça se produise, je sais que quoi qu'il arrive, je pourrais continuer à vous fournir cette émission, je pourrais continuer à travailler et à créer cette émission de la manière que je veux et de la manière que vous appréciez, parler de tech longuement, en profondeur, en expliquant, en analysant. Et il n'y a pas de raison, tant que vous me soutenez, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs, j'ai pas de raison de faire autrement parce que vous êtes là pour soutenir financièrement un produit que vous appréciez. Et ça, c'est quelque chose d'incroyablement important. On en parle tout le temps, le fait qu'il y ait cette partie du soutien, qui est la majeure partie du soutien, me pérennise mon activité et me permet de faire ce que je fais. Donc, un immense merci à vous tous, encore plus aujourd'hui qu'hier. Si vous appréciez ce type d'émission, que ce soit la mienne ou d'autres, je vous encourage vraiment, vraiment, encore plus aujourd'hui qu'hier, à soutenir, parce que c'est sans ça, les questions commenceraient à se poser. Donc, si vous appréciez ce type d'émission, allez sur Patreon, mettez $1, $2, si vous le pouvez, hein, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez continuer à l'apprécier gratuitement grâce aux personnes qui peuvent le faire. Mais si vous pouvez vous le permettre, $1, $2, ce que vous pouvez, un petit peu plus si vous le pouvez, si vous en avez envie. Et ça continue, ça permet aux artisans podcasteurs comme moi de continuer à faire ce métier. Donc un grand merci à vous tous. Patreon.com/rdvtech, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission et vous pouvez y avoir accès directement depuis votre téléphone. Ça prend 2 minutes à faire. Bon, bah écoutez, on va parler un petit peu plus rapidement de sujets en plus. D'abord, des sujets un petit peu légaux. Il y a 2 choses que je voulais évoquer. La décision d'un juge américain qui a déclaré ou qui a jugé que le simple fait de regarder l'écran d'un téléphone aux États-Unis constituait une recherche pour laquelle il était nécessaire d'avoir un mandat. Bien sûr, le téléphone peut afficher des informations confidentielles et c'est pas un jugement qui est de la Cour suprême, donc peut-être que ça va aller plus loin, mais à ce stade, les informations qui sont contenues dans le téléphone, même quand on allume le téléphone sans le débloquer, constitue une recherche qui nécessite un mandat selon ce juge. C'est une décision que j'ai trouvée très intéressante parce que jusqu'à maintenant, on disait souvent que le fait de débloquer le téléphone était ce qui constituait une recherche par la police. Et là, ça va beaucoup plus loin dans la protection de la vie privée. Donc, jugement intéressant. Un autre jugement très intéressant, c'est un jugement en Hollande qui a décidé que une grand-mère qui avait posté des photos de ses petits-enfants devait les supprimer suite à la demande des parents des enfants en question, donc des enfants de la grand-mère, parce que l'action constituait contrevenait au RGPD. Généralement, le RGPD s'applique aux
euh, aux données professionnelles et pas aux données personnelles. Mais là, étant donné que aux données gérées par des sociétés et pas par des personnes, mais là, étant donné qu'elles étaient rendues publiques sur un réseau social, le juge a décidé que le RGPD pouvait s'appliquer parce qu'elle était disponible pour un grand nombre de personnes. Et donc, la grand-mère a été contrainte de supprimer les photos. Les relations entre les parents et la grand-mère n'étaient visiblement pas au beau fixe, ce qui a mené l'affaire devant les juges. Mais c'est une question qui peut se poser aussi. Et je crois que je suis sûr que parmi les auditeurs, il y a beaucoup de gens qui ont dû avoir des discussions avec leurs grands-parents ou avec leurs parents en disant les photos des petits-enfants, moi, j'ai décidé que on va limiter les choses de telle ou telle manière. Faire respecter ça à la famille, ça peut être compliqué. Donc bon. Et je rappelle juste que la loi impose que pour un enfant au-dessus de 13 ans, un parent ne peut pas poster sur les réseaux sociaux les photos de son enfant sans avoir son consentement. À partir de 13 ans, il faut que l'enfant donne son consentement. Intéressant. Je crois que dans ce cas-là, ils étaient plus jeunes. Oui, moi, il me reste quelques années encore. Je peux poster à loisir. Et je limite quand même vachement. Hein. Je me suis un petit peu relâché là-dessus aujourd'hui, mais je sélectionne beaucoup et je limite beaucoup. Mais donc voilà, Guillaume, toi, tu poses des photos de tes enfants ? Non, alors, oui, sur un compte Instagram privé, ce que beaucoup de personnes vont dire c'est pas bien, puis d'autres diront c'est mieux. Mais je suis content par contre de voir l'évolution sur l'écran d'accueil du smartphone quand il est verrouillé là, sur l'élément que tu relayes, parce que je vais pouvoir justement dire à mon fils, tu vois, quand tu regardes les notifications de maman sur son téléphone, normalement tu devrais pas le faire, même les policiers devraient pas le faire, donc tu vois, ça va me donner une excuse en plus pour lui dire qu'il faut pas aller regarder les notifications. Mais c'est une invasion de la vie privée, clairement. Mais c'est marrant, moi-même quand je prends le téléphone de ma femme, je m'interdis de regarder ses notifications parce que je trouve ça hyper invasif, quoi. Je trouve c'est comme aller fouiller dans son courrier ou je sais pas quoi. Donc, bon. Mais c'est un réflexe qu'on a en fait. On voit une notification, on est tellement habitué qu'on peut pas. C'est même pas voulu en fait. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement, effectivement. On va prendre des mandats pour aller regarder. Il faut aller demander un mandat au juge pour regarder les notifications du téléphone de son conjoint. La Hadopi a été cassée par le Conseil constitutionnel. Bon, alors pas vraiment. Vous avez peut-être... Tu dis ça avec tellement d'enthousiasme. En fait, je dis ça avec... pour Patrick. Mais pas du tout. Parce que, en fait, bon, je suis pas du tout un fan de la Hadopi, mais cette histoire m'a laissé un goût un petit peu amer dans la bouche, parce que il y a le Conseil constitutionnel qui a rendu une décision sur la loi sur la Hadopi en rendant un avis négatif sur une partie de la loi. Et suite à cet avis négatif, à cette restriction, on a des organisations dont la Quadrature du Net qui avait initié le mouvement qui a mené à cet examen. La Quadrature du Net, donc, a fait une sorte de célébration qui pouvait laisser entendre que la Hadopi avait été interdite. Et c'est un petit peu dans cette mouvance que je critique souvent de partisanerie excessive, selon moi, où en fait là c'était vraiment un coup de pub que s'est fait la Quadrature du Net, et je comprends qu'ils soient contents qu'il y ait un avis négatif, mais la manière dont ils ont communiqué sur la chose et la manière dont ils ont laissé entendre le jugement était tout bonnement, c'était de l'infox, quoi. J'utilise le terme dans un instant, vous allez comprendre pourquoi, mais c'était pas vrai. Ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est que une toute petite partie d'une phrase de la loi devait être supprimée. En gros, la phrase qui a été remise en cause, c'est: ils peuvent notamment obtenir des opérateurs de communication électronique l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné. Ce qu'a trouvé à redire le Conseil constitutionnel, c'est sur le mot « notamment », qui donnait un petit peu ce qu'on appelle un accès open bar, c'est-à-dire que ça ne limitait pas les données que pouvait obtenir la Hadopi à ces données qui étaient énumérées plus loin, et que ça laissait entendre que la Hadopi pouvait demander plus de données et plus d'informations que celles-ci.
Et donc, ils ont demandé la suppression de ce terme, notamment, enfin, leur recommandation est que ce terme n'est pas acceptable, donc le gouvernement va très certainement, s'il le souhaite, pouvoir simplement le supprimer de la loi, le terme notamment, et la structure de la Hadopi reste entièrement valide, entièrement inchangée, fonctionne exactement comme elle a changé jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, la Hadopi elle-même l'a dit, ils n'ont jamais fait usage de cette porte ouverte, on va dire, et ils se sont toujours jusqu'à maintenant limités à la demande des informations qu'on a citées juste maintenant, c'est-à-dire adresse électronique, adresse postale, etc. Donc, en pratique, ça ne change strictement rien, il n'y a aucune victoire sur rien, aucune remise en question du fonctionnement de la Hadopi. Bon, allez, du fonctionnement pratique de la Hadopi, oui, une petite remise en question du fonctionnement théorique qu'ils auraient pu avoir et qui était effectivement abusif, mais il n'y a vraiment pas de quoi estimer que la Hadopi est remise en cause. Donc, voilà, ça m'a... Et je le répète à chaque fois que je critique un petit peu la Quadrature du Net, je les ai soutenus, je continue à les soutenir financièrement, je trouve qu'ils font un travail hyper important et qu'il est important qu'on les ait, mais ce type de communication, pour moi, est contre-productif. Voilà, je trouve ça contre-productif. Et pour le terme infox, il y a eu des nouveaux termes français qui ont été ajoutés à la langue française, dont infox qui fait officiellement partie des nouveaux termes. Il y en a des biens, il y en a des moins bien, des termes en question. Celui qui m'a le plus marqué, il y en a qui sont d'ailleurs vraiment moins surprenants, on va dire, enfin de pas trop mauvaise qualité, qui sont intelligents, bien trouvés. Celui qui nous concerne, c'est pour les podcasts. On ne peut plus dire podcast, mais audio à la demande. Ce qui, quand j'ai vu la chose la première fois, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça. Enfin, AAD, audio à la demande, c'est pas un podcast, ça peut être n'importe quoi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire podcast ? On n'est même pas sûr entre nous. Audio à la demande, pourquoi ? Moi, je crois que le terme podcast a encore de très beaux jours devant lui. Mais bon, le terme officiel maintenant, c'est audio à la demande. Mais voilà, donc sur cette histoire de Hadopi, sur cette histoire de deepfake et de spoil et de divulgachi et de vidéotox, vous avez, open bar sur les commentaires. Je vous laisse libre de me dire ce que vous en pensez. Allez, je me lance du coup, et je compléterai juste pour dire là, qu'il y a une heure, la CNIL a approuvé l'application Stop Covid là, qui lui a été présentée, mais on va mettre la Covid de côté, puisque justement l'Académie française dit aussi qu'on devrait dire la Covid au lieu de le Covid, pour des raisons assez obscures. En fait, moi, ce qui m'embête sur ces recommandations d'utilisation de terminologie française qui visent à affronter des terminologies anglaises, c'est que ça donne l'impression de vouloir figer un peu la langue française dans le temps et de ne pas considérer le fait qu'une langue c'est vivant et que ça évolue, et que d'ailleurs l'utilisation de terminologie anglaise dans notre langage montre aussi des éléments culturels qui peuvent être analysés dans le temps. Et je trouve que cette volonté de forcer à l'utilisation de mots, alors là, tu donnes pour le podcast, je trouve que ça donne vraiment un sentiment étrange. Et ça me donne une impression de ne pas vouloir faire évoluer la langue et du coup de lutter un peu contre l'histoire. Je trouve ça un peu dommage. C'est un sentiment un peu perso. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que toi qui es maintenant sur ton computer, tu as tout à fait raison. Tu vois ce que j'ai fait là ? Tout est affaire d'arbitrage, Patrick. Non, mais c'est marrant parce que j'ai exactement le même sentiment que toi, et pourtant je me rends compte que jamais je pourrais dire computer. Enfin, parce que c'est pas dans l'usage. Mais non, tout à fait, c'est pas dans l'usage. Mais c'est simplement qu'à un moment, il y a quelqu'un, peut-être l'Académie française, qui a décidé, bon bah computer, comment est-ce qu'on va dire ça en français ? On va dire ordinateur. Si on disait ordinateur, enfin si on venait te dire, alors que tu as dit computer depuis ton enfance, que on doit dire ordinateur maintenant, oui, il y a une question d'usage, mais aussi tu vas dire ordinateur, mais ça veut rien dire, ordinateur. De quoi parle-t-on ? On dit computer. Et alors peut-être que pour podcast, c'est pas le plus habile, mais il y a des termes que j'ai trouvés pas trop mal. Attendez, j'essaye d'en retrouver quelques-uns. Pour time-lapse, ils ont trouvé hyper accéléré. Pourquoi dire un time-lapse ? On peut dire un hyper-accéléré, pourquoi pas ? Et on a une approche très différente de la langue des anglophones, et je comprends l'aspect vivant de la langue, etc. Mais
Je sais pas. Par exemple, slow fashion, on peut dire mode durable, on peut dire pour la piège à clic, pour clickbait. Tu vois, c'est des termes qui me paraissent pas. Alors peut-être que certains vont être adoptés et d'autres non ensuite, et que ceux qui sont pas adoptés vont rester dans leur forme anglophone. Mais je suis moins véhément, on va dire, peut-être que par le passé. Je sais pas. Ta réflexion me fait penser d'ailleurs que le problème se situe peut-être plus sur les titrages des articles qui relaient ce type de propositions, qui commencent tous par ne dites plus mais. Et en fait, je pense que c'est peut-être aussi cette manière de présenter les choses de la part des sites d'information qui me gêne, qui donne le sentiment que c'est quelque chose d'obligatoire, alors qu'effectivement, tu rappelles le fait que c'est des propositions et qu'il n'y a pas un flic qui va venir vérifier sur tes notifications de téléphone si tu n'utilises pas les bons termes. Oui et non, disons que dans les médias sont censés utiliser les termes français, hein. Normalement, il y a une sorte de valeur contraignante à ces termes. Dans les médias, on est censé les utiliser. Mais... Gaël, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais en fait, c'est exactement ce qu'a dit Guillaume, c'était de dire, en fait, il faut aller sur la proposition plus que sur l'interdiction, parce que parfois, quand il va y avoir des propositions qui sont intéressantes, comme tu me le disais, il y a des mots pour lesquels c'est intéressant, et il y en a pour lesquels ça l'est pas. Qu'on nous dise qu'est-ce qui est recommandé, pourquoi pas, comme ça, après, l'usage fera la vie du mot, et que les médias nous disent, voilà les termes qu'il faudrait utiliser, mais faites ce que vous voulez, parce qu'on est dans un pays libre. Voilà. Mais je pense que de toute façon, on n'imposera jamais des usages de mots aux gens. C'est compliqué, oui, mais il y a des termes comme les mails, on les entend maintenant régulièrement en mail, alors qu'il fut une époque pas si lointaine, le terme n'existait pas, on disait email. C'est parce qu'il y en a de plus en plus, mais on en a déjà, des mots qui sont tellement, tu parles d'un sandwich, tu parles d'un t-shirt, tu parles on a plein de mots qui sont anglais et on se pose même plus la question de savoir si c'était des mots anglais avant ou pas. Peut-être qu'il faudrait que certains des mots soient acceptés et intégrés dans la langue. Si on veut faire les choses de manière très normée, comme c'est le cas en France avec l'Académie française, peut-être qu'il faudrait accepter que certains mots sont déjà rentrés dans dans l'usage, oui. Mais c'est compliqué, hein, parce que fake news, par exemple, c'est rentré dans l'usage, mais pourquoi pas dire un Fox ? Je sais pas, je sais pas. Il y a des choses pour lesquelles ça fonctionne et des choses pour lesquelles ça fonctionne pas. Mais d'une part, il faut le temps de s'habituer à ces nouveaux mots francisés. Et d'autre part, c'est difficile à évaluer lesquels vont prendre et lesquels vont pas prendre. Donc, je sais pas, peut-être les proposer et puis revoir dans 5 ans s'ils ont pris ou pas. Bon. Dans tous les cas, la langue, c'est celle qu'on parle et pas celle qui est formalisée. Donc, effectivement, ça a son importance aussi. Bref. Netflix va désabonner les gens qui n'ont pas utilisé leur abonnement pendant 1 an. C'est intéressant comme mouvement parce que ça veut dire qu'ils vont sciemment se couper de revenus potentiels. Peut-être qu'ils se disent que d'une part, c'est un bon service à rendre aux gens et que ça poussera les gens du coup à s'abonner parce que les gens savent qu'ils vont pas avoir l'abonnement qui va courir pendant des années et des années. En lisant ça, au début, je me suis dit mais pourquoi ? Et en y réfléchissant, comme ça, je me suis dit exactement comme ça. Mais pourquoi ? Avec cette voix. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit mais il faut que tout le monde mettre ça en place en fait partout. Ça encourage les gens. Alors eux, pour l'instant, c'est que de la com parce qu'ils savent qu'avec le confinement, tout le monde a forcément réutilisé son abonnement. Donc, de toute façon, il y aura personne qui sera désinscrit avant 1 an. Oui, mais sur l'avenir, ça risque de tenir. Mais sur l'avenir, tu as tout à fait raison. Il faudrait que ce soit le cas. Netflix, le New York Times a annoncé qu'ils allaient supprimer toute l'utilisation de systèmes de publicité et de traçage de tierces parties, donc les réseaux sociaux, les réseaux de publicité, etc. Ils vont uniquement utiliser leurs données internes. Alors, ça reste quand même du ciblage publicitaire, bien sûr, mais ils ont 6 millions d'abonnés au New York Times, plus, je ne sais plus combien... des dizaines de millions de visiteurs. Et donc, c'est une manière de continuer à cibler, bien sûr, mais en protégeant un peu plus la vie privée. C'est un truc qui est souhaitable, mais qui n'est pas faisable pour des médias qui n'ont pas ce type d'ampleur. Mais c'est notable, c'est important de le mentionner. Et 6 millions d'abonnés au New York Times, ça montre à quel point le pivot qu'ils ont fait quand
ils ont essayé de faire moins de publicité, enfin de vivre moins uniquement de la publicité. C'était un bon pivot et comme c'est possible, c'est complètement possible pour certains en tout cas qui sont d'ampleur suffisante. Twitter est en train de tester une fonctionnalité, pas de tester, ils ont lancé une fonctionnalité qui permet de limiter qui peut répondre, soit les gens qui vous suivent, soit tout le monde, soit personne. Alors évidemment, ça limite, ça a des effets pervers comme le fait d'éviter que les gens ne puissent répondre à un tweet qui a des informations erronées, par exemple. Mais bon, je suis sûr qu'il y a aussi des moments où ce type de fonctionnalité peut être utile et peut réduire la toxicité, donc un petit peu plus, un petit peu moins. Et enfin... Moi, je suis très, 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 très fan de cette fonctionnalité. Ah oui ? Ça va me faire revenir sur Twitter un peu. J'y étais plus beaucoup. J'en ai assez de ce côté toxique et je me dis que ça, c'est le genre de choses, tu vois, qui me donne envie de potentiellement refaire un tour. Du coup, j'abonde totalement dans ton sens, Gaël. Je trouve que quand on a un espace de communication libre à chacun de désactiver les commentaires si on le veut sur un blog pour pas être victime des retours, effectivement, j'abonde totalement dans ton sens. Ouais. Moi, je suis je trouve que c'est assez positif aussi. Évidemment, comme je le disais, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais quand on pense à Twitter aujourd'hui, on pense à toxicité et il faut qu'ils fassent des choses pour combattre cette toxicité. Donc là, j'ai pas l'impression que ça soit un truc qui soit tellement négatif qu'on puisse pas le considérer comme acceptable, quoi. Mark Zuckerberg a aussi annoncé les Facebook Shops, qui sont un moyen très simple pour un commerce de lancer une boutique sur Facebook. C'est marrant, je vois, moi, énormément de commerces qui utilisent des articles, pas des articles, des mises à jour Facebook pour lancer des ventes. Je pense, des commerces dans ma région, il y a beaucoup d'agriculteurs et de petits artisans qui gèrent les choses de cette manière. Alors peut-être qu'ils ne sont pas assez gros pour lancer des vraies boutiques, mais ça facilite vachement l'établissement d'une boutique en ligne, ce qui est évidemment un point positif, je trouve. Ensuite c'est sur Facebook, mais c'est là que sont les gens, donc forcément. Vous êtes prêts pour quelques rumeurs Apple ? Ah oui. Ah, il y a Guillaume qui saute de joie. Allez, alors, il y a eu un gros leak en majuscule des Apple Glass, que j'ai pas mis en premier parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Et c'est un type qui s'appelle John Prosser, qui est un peu genre... je parlais des doigts d'honneur avec Joe Rogan. Il est un petit peu dans la même mouvance et j'adore pas ce genre de choses. Et en plus... toutes les infos qu'il a données, c'était des choses, peut-être qu'il a effectivement vu le truc, il dit qu'il a vu l'appareil et qu'il est en train d'essayer d'obtenir les garanties légales pour en poster des vidéos. Ok, peut-être qu'il l'a vraiment eu entre les mains, mais les infos qu'il donne sont pas non plus complètement indevinables. Mais bref, design de lunettes classique, prix autour de 500 €, disponibilité 2021, peut-être 2022, et affichage dans l'épaisseur des verres, qui seront des verres qui auront... c'est 500 € plus le prix des verres si vous avez des verres à prescription, à correction. Et donc, l'affichage se ferait dans le verre lui-même, avec une connexion au téléphone et pas de haut-parleur, mais donc des AirPods, par exemple, pour avoir le retour audio. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on imaginait depuis un bon moment. Il y a un nouveau jailbreak de l'iPhone, c'était pas arrivé depuis un moment, mais donc tous les derniers iPhones sont jailbreakables, donc si vous voulez jailbreaker votre iPhone, vous pouvez. Apple serait en train de revoir leur stratégie sur Apple TV, Apple TV+, en se disant que avoir 5 ou 10 émissions exclusives ne suffit pas, et ils vont essayer d'obtenir les droits d'émissions plus classiques, d'émissions de ce qu'on appelle de back catalogue, donc d'archives de sitcoms, de séries, etc., qui n'ont pas été produites par eux pour étoffer un petit peu leur offre. Et enfin, Min-Chi Kuo pense que l'iPhone 12 n'aurait pas de
d'écouteurs dans la boîte, et donc ça serait un moyen de vendre plus d'AirPods, ce qu'on peut tout à fait imaginer, peut-être même une réduction de prix de l'AirPods pour les acheteurs d'iPhone 12, mais moi ça me paraît pas du tout être quelque chose qu'Apple, enfin ça me paraît complètement être quelque chose qu'Apple pourrait faire, c'est genre bah voilà, pas d'écouteurs dans la boîte, et encore une fois le doigt d'honneur, si vous voulez des écouteurs, bah vous avez qu'à en acheter. Voilà, rien à foutre. Et personne ne va décider de ne pas acheter d'iPhone 12 parce qu'il n'y a pas d'écouteurs, je crois. Il y a des gens qui ne voudraient de toute façon pas d'iPhone, qui vont dire que c'est inacceptable. Et je suis sûr que certaines autres personnes vont dire c'est inacceptable et quand même l'acheter. Mais je pense qu'on comptera sur les doigts d'une main les personnes qui voulaient acheter un iPhone 12 et qui finalement ne le feraient pas s'il n'y avait pas d'écouteurs dans la boîte. Et puis le prix des écouteurs va augmenter de 30%. Et ça, c'est... Évidemment, on a affaire à Apple, monsieur. Donc voilà, quelques petites rumeurs, des choses intéressantes. Les lunettes, pas si surprenantes que ça. Guillaume, tu es prêt à acheter des Apple Glass ? Non, enfin, en plus les premières versions, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est cool à suivre, hein, c'est toujours les rumeurs Apple, c'est toujours sympa à suivre, mais je crois beaucoup à la réalité augmentée, on ne l'a pas mentionné d'ailleurs, mais c'était Satya Nadella dans sa vidéo qui mentionnait, je crois qu'il y a des ateliers là-dessus que j'ai pas suivi pour la build de Microsoft, sur l'utilisation de la réalité augmentée pour accompagner, c'est un exemple précis, hein, mais dans l'industrie, pour accompagner des personnes à distance, pour leur expliquer comment construire quelque chose. Il y a des technologies aujourd'hui dans l'industrie qui utilisent la réalité augmentée et qui sont hyper pertinentes, très enthousiasmantes. Écoute, si Apple propose quelque chose comme ça pour le grand public, ça pourra avoir son succès peut-être à l'avenir, ouais, pourquoi pas. Ouais, bon, c'est sûr que si ça fonctionne comme c'est dit, c'est-à-dire des lunettes qui ont des têtes de lunettes normales et qui ont un affichage dans le verre de la lunette, c'est vrai que ça pourrait être sympa. À voir ensuite l'autonomie du truc. Enfin, il y a plein de questions qui se posent, quoi. Mais bon. Ok, c'est tout pour Apple. Je suis un peu déçu. Moi, je pensais que vous seriez. Alors moi, je retiens Apple TV+, très étonnamment, mais parce que Apple TV+, j'ai testé là et je trouve que ce qu'ils produisent est très très grande qualité. Et le fait qu'ils achètent du catalogue ancien, ça me plaît aussi parce que c'est beaucoup ce que fait Amazon Prime. Et tu retrouves des vieux thrillers des années 90, des vieilles choses. Et j'aime beaucoup ça, tu vois, d'avoir quelque chose de grande qualité plus du back catalogue, je trouve que c'est une bonne stratégie et j'espère qu'ils vont continuer là-dedans à avoir peu de production mais de grande qualité et puis après du back catalogue, je trouve que c'est une bonne approche. Voilà. C'est vrai que la grande question, c'était est-ce que quelques séries de grande qualité suffisent ? Parce que c'est vrai que souvent, on prend un abonnement pour regarder une série dont on a entendu parler. Il suffit qu'il y en ait une nouvelle tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et bon, on ne va pas se désabonner pour le mois entre les trucs qu'on veut regarder. Et c'est vrai que les séries d'Apple TV+, au lancement, en tout cas, les 3 séries qui étaient lancées avec le service, moi, je les ai trouvées de super bonne qualité. Et je les avais énormément appréciés. Depuis, il n'y a pas eu énormément de choses, mais bon, le fait qu'ils aillent chercher peut-être des trucs... Alors, c'est pas forcément des années 80, hein, c'est peut-être plus récent, mais le fait qu'ils aillent chercher des trucs... Oui, je suis vieille, c'est pas désagréable. Non, mais je voulais dire que c'est pas forcément du back catalogue très ancien, tu vois, ça peut être des trucs des années 2000 ou 2010, ou... Bon... C'est pas ancien, ça, si. Non, mais c'est quand même du back catalogue. Oui. Alors, allez, quelques petites news pour finir. Il y a un service dont j'ai pas beaucoup parlé, mais qui fait du bruit depuis quelque temps, qui s'appelle Cameo, qui est en fait un service qui permet à n'importe qui de demander à une célébrité de lui enregistrer un petit message vidéo. Et les prix vont de, je sais pas, quelques dizaines d'euros à... C'est surtout aux États-Unis, hein, donc c'est des célébrités un peu has-been, parfois un peu anciennes, mais quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros. Et on peut du coup avoir une célébrité qui vous envoie un petit message ou qui envoie un message à votre ami ou on offre comme cadeau d'anniversaire à quelqu'un qui aime beaucoup tel ancien joueur de baseball un joyeux anniversaire. Et la personne en question, ça lui prend... vraiment 15 secondes à faire, ou on va dire 1 minute à enregistrer, et ça lui rapporte un petit peu d'argent. C'est un petit peu la gig économie des célébrités, ou des célébrités
classe B ou C. Et c'est un service qui a énormément de succès aux États-Unis en ce moment, surtout avec le confinement, et ces anciens acteurs ou anciennes stars ont besoin de faire rentrer des sous. Je ne serais pas du tout surpris que ça arrive en France à terme aussi. Et pour anticiper la question de Guillaume et de Gaël, du coup, je vais vous dire, moi, le prix de Patrick, ça sera la célébrité. C'était des personnalités has-been. C'est ça, personnalité, c'est classe quoi? Alors, il y a quoi après D, E, F, G, c'est ça? Mais je suis sur Akinator quand même, donc ça veut dire que quand même. Hein. Et du coup, moi, le prix, ça sera 1,99 € minimum. Mais donc voilà, je trouve ça assez sympa. On parlait et je vais vous laisser la parole dans une seconde, on parlait des événements qui sont tous annulés. Et ben l'IFA de Berlin a fait quelque chose d'assez intéressant. En fait, ils vont quand même tenir l'événement, mais ils vont le tenir sur 3 jours. L'IFA, c'est un grand salon de technologie à Berlin. Ils vont le tenir sur 3 jours, uniquement sur invitation, et avec un maximum de 1000 invités, de 1000 visiteurs, sur 4 événements en parallèle. Donc ça sera 4000 personnes divisées en 4 groupes de 1000. En Allemagne, il y a une limite pour les regroupements de 5000 personnes, je crois, donc ils sont bien en dessous. Et c'est une manière assez intéressante de faire la chose. Ça permet d'avoir un salon quand même et d'avoir cette partie qui est très importante et qu'on ne peut pas reproduire facilement en ligne de networking, de discussion, de rencontres. Donc c'est assez intelligent de la part de l'IFA. Facebook a visiblement eu une augmentation d'inscriptions des jeunes, vous savez, ceux qui n'aiment pas Facebook, des millennials, des Gen Z, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui aident les gens pour trouver du travail, etc., etc. Et donc, dans ces conditions, pendant la pandémie, il y a plein de jeunes qui sont allés sur Facebook. Et ce qui est intéressant aussi à constater, l'enseignement à distance qui a été implémenté pendant la pandémie, bien sûr, il a beaucoup de désavantages, beaucoup d'inconvénients, mais certains sont en train de constater qu'il a aussi des avantages, le fait que les enfants ne sont pas distraits pendant les séances d'apprentissage, il y a moins de pression sociale, et ça facilite l'apprentissage pour certains étudiants. Donc, c'est intéressant à noter aussi. Puis enfin, dernière chose, pour le point sur les apps de traçage, l'API Apple Google est implémentée et disponible. L'application Stop Covid continue à être développée en France, elle continue ses étapes, et on constate partout ailleurs dans le monde que les applications, visiblement, ne servent pas à grand-chose ou sont difficiles à faire adopter. En Australie, par exemple, il y a désormais quasiment plus personne qui la télécharge. Et donc, si on se réfère à ce dont je parlais dans l'épisode bis de la semaine dernière, FED, vous vous souvenez, c'était faisabilité, efficacité, danger. Et on voit bien que là, la faisabilité a l'air d'être très très faible sur les applications existantes. Donc bon, ça pose des questions sur la désirabilité de ces applications. Mais bon, donc plein de choses donc pour conclure. Cameo, l'IFA, Facebook pris d'assaut par les jeunes, etc., etc. Je donne la parole d'abord à Guillaume et puis à Gaël et puis on va se dire au revoir. Ouais, juste un mot pour dire Cameo, là, que je découvre en fait avec ton explication. Je trouve ça génial parce que ça doit illustrer toutes les célébrités qui ont eu des messages privés en permanence sur leur compte Instagram, etc. en disant « Fais mon annonce répondeur, s'il te plaît, dis-moi ceci ». Ils n'en pouvaient plus et il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale de commercialiser ça. C'est extrêmement malin. Non, belle découverte. N'est-ce pas ? Je trouve aussi, moi, je suis hyper impatient de voir arriver ça en France pour voir quelle entre guillemets, célébrités vont signer avec ce truc. On peut quand même avoir un message de Chuck Norris pour 229 €, pour 230 €. Cher. C'est un peu cher, mais imagine Gaël, t'as un ami qui est fan de Chuck Norris. Tu payes, bon, c'est un gros cadeau d'anniversaire peut-être, mais tu as un message de Chuck Norris que tu peux lui envoyer qui lui dit, je sais pas, un truc que dirait Chuck Norris.
C'est trop Mais fort. même en intro du rendez-vous tech, Chuck Norris qui dit je suis Chuck Norris et j'approuve ce podcast. Imagine le succès. Ok, on va te l'offrir. Non, abonnez-vous à Patreon plutôt, je préfère. Patreon, c'est beaucoup mieux. Bon, donc voilà, Gaël, autre chose qui t'a marqué ? Non, je suis désolée, je vais juste nuancer le point sur l'école à distance, parce que nous, on en a fait beaucoup des ateliers en ligne gratuits pour les jeunes collégiens, et on voit quand même que c'est majoritairement très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mal équipés, qui ont 2, 3 frères et sœurs, le chien, la mère, le père, ils n'ont pas tous un ordinateur, il faut rendre l'ordinateur pendant un atelier parce que papa ou maman en a besoin. Ça a été beaucoup plus compliqué de manière générale que facile, même s'il y en a qui ont eu de très bonnes conditions. S'il y avait des bonnes conditions pour tout le monde, ça serait formidable, mais malheureusement, en termes d'équipement, en termes de connexion, c'est pas le cas. Donc voilà, je nuance juste, même si effectivement, il y a des aspects positifs, et ça a fait découvrir beaucoup de ressources en ligne à beaucoup de parents, de jeunes, d'enseignants même. Donc ça a eu des aspects positifs de ce côté-là. Eh ben merci pour cette précision importante, effectivement, même si elle est un peu déprimante. Bon, eh ben écoutez, je vais vous remercier pour cet épisode éclectique et sympathique, comme toujours. Et avant de se quitter, bien sûr, je donne à chacun quelques minutes pour nous dire où on peut vous retrouver. Guillaume, où es-tu sur Internet ? Une fois par semaine dans Tech Café, un autre regard sur la tech en podcast, et puis le reste du temps, là, j'ai les mains dans le placo, dans la pierre et l'enduit. Donc là, c'est pas sur Internet, mais c'est là où on me retrouve le plus souvent en ce moment. T'es pas sur Instagram ? Ouais. T'es pas sur Instagram pour nous poster sur Instagram et sur Twitter, Patrick, effectivement. Très bien, très bien. Attends, mais je te suis pas sur Instagram. Guillaume Vendée, hop, en direct. Guillaume Vendée. Ça, c'est du podcast incroyable. Hop, s'abonner. Et t'as intérêt à poster des photos de tes... Allez, je m'y remets cet après-midi. Ton placo maintenant. Oui. Très bien. Gaël, où es-tu ? Vous pouvez me suivre soit moi, @gmgirardo, et puis je vais être un peu plus présente du coup sur Twitter, grâce aux nouvelles fonctionnalités, ou alors @coud_fr. Vous trouvez tous les réseaux sociaux de Coud, on poste beaucoup là-dessus, donc voilà. Merci beaucoup Gaël, merci d'avoir été avec moi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez effectivement retrouver mes aventures et certaines aventures de mon fils qui est tellement adorable, et puis des news et des infos sur Instagram et des photos de la nature. Enfin vraiment un medley, une collection, un cocktail incroyable de tout ce qui fait ma vie. NotePatrick sur Instagram et sur Twitter. Et puis vous pourrez retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez commenter sur tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à venir le faire comme toujours. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour ceux qui veulent soutenir l'émission. Et je renouvelle encore une fois mes remerciements à ceux qui choisissent de le faire. Et vraiment, je sais que je me répète, mais le podcast change, les conditions évoluent, le contexte évolue tout le temps. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que la manière dont je fais du podcast est financée dans son immense majorité par vous, par les auditeurs. Et si vous n'êtes pas là, eh ben, cette émission, elle n'existe pas. Et ce type de production n'existe pas. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'est tout simplement pas possible. Donc un immense merci à tous ceux qui choisissent de le faire, et un immense merci à ceux qui vont faire un petit cling Patrick au moment où ils mettent les clés dans le bol et qui rentrent à la maison, et qui vont aller sur patreon.com/rdvtech pour regarder si ça pourrait les intéresser. Et vraiment, ça prend 2 minutes. Donc allez y jeter un coup d'œil, je vous en suis éternellement reconnaissant. Allez, je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous!